Au dire de Roberta Selinger-Schweitz, la littérature pour adolescents constitue un type de discours institutionnel. En privilégiant le récit de certains enjeux et de certaines dynamiques de pouvoir, elle contribue à socialiser les adolescents dans différentes positions culturelles. Trop souvent, le livre pour adolescents se greffe au laïus scolaire, parental, social et politique pour renforcer le discours dominant. Les personnages de romans pour la jeunesse, en plus de correspondre habituellement aux standards de beauté, sont à très grande majorité blancs et hétérosexuels. Cette façon de généraliser l'adolescence à un seul modèle d'être humain, un peu à l'image des poupées Barbie, des filles en série théorisées par Martine Delvaux ou des G.I. Joe, vient creuser un fossé entre la norme et l'altérité. Bien qu'on puisse compter les auteurs états-uniens racisés et reconnus en littérature pour la jeunesse sur les doigts d'une seule main, les auteurs états-uniens, je ne sais pas si je l'ai dit en tout cas, il n'empêche que ceux-ci, Sandra Cisneros, Walter Dean Myers, Gary Sotos, Sharon Drapers et Sherman Alexie, proposent des personnages, des dynamiques relationnelles et des rapports de pouvoir à la fois alternatifs et percutants. Le roman autobiographique de l'auteur américano-amérindien Sherman Alexie, intitulé The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, me servira comme modèle pour illustrer un discours alternatif issu de la Young Adult Literature. Personnages non blancs, socialisation atypique, renversement des rapports de pouvoir et des normes sociales. Je concentrerai mon étude sur les éléments allocentristes, xénophiles et antiracistes du message de l'auteur-narrateur. Aussi, pour éviter de sauter à outrance de la langue de Molière à celle de Shakespeare, je privilégierai la version française de l'ouvrage, traduite par Valérie Leplouinec, et ayant pour titre, c'est une drôle de traduction, Le premier qui pleure a perdu. Arnold Spirit Jr. a survécu de justesse à sa naissance. Arrivé au monde avec trop de liquide céphalorachidien à l'intérieur du crâne et 10 dents de plus qu'un être humain normal, il raconte, avec esprit et humour, son adolescence dans la réserve indienne de Welpinit aux États-Unis. Arnold est maigre, il porte des lunettes, il bégaye, zozote et passe beaucoup trop de temps à lire et à dessiner. Son père est un alcoolique, sa mère est une ex-alcoolique et son meilleur ami, Rowdy, subit les foudres d'un père alcoolique. Il a 14 ans et entame le lycée. À son premier cours de géométrie, Arnold découvre l'inscription. Ce livre appartient à Agnès Adam à l'intérieur de son manuel. Agnès Adam est le nom de jeune fille de sa mère. Cela signifie donc que le manuel, échangé depuis des générations entre les élèves de Welpinit, a au moins 30 ans de plus que lui. Je le cite. « Mon lycée et ma tribu sont tellement pauvres et tristes que nous devons travailler avec les fichus livres qui ont servi à nos parents. C'est absolument la chose la plus triste au monde. » Pris d'un sursaut de rage, le héros jette son manuel de géométrie au bout de ses bras et quand le dit manuel atterrit sur le visage de son professeur, M. P., Arnold est suspendu. Quelques jours plus tard, M. P. lui rend visite à la maison. Il lui assure son pardon et partage son regret d'avoir aussi participé à l'assimilation des Indiens. « Nous nous efforcions de tuer la culture indienne, se désole-t-il. » Il tente également de le convaincre de quitter la réserve et de lutter pour un avenir meilleur. « Tu m'as jeté ce livre à la figure parce que quelque part, au fond de toi, tu refuses d'abandonner, insiste M. P. Le jour même, Junior annonce à ses parents sa décision de changer de lycée et le lendemain, il recommence son année scolaire à Reardon, l'école de Blancs située à 35 km de la réserve. De fait, Arnold perd son meilleur ami, Rowdy, enrage sa communauté autochtone et, de son aveu, devient deux personnes différentes dans un seul corps. Étranger dans sa communauté, étranger à l'école, Arnold apprendra à se construire une identité au-delà des a priori culturels qui confinent les individus dans une norme irréaliste. Mais en attendant, dans la réserve, il est junior, indien de pagotille, traître amoureux des Blancs, et à l'école, il est Arnold, autochtone, méprisé et marginalisé. Donc, c'est 10 ans trop parti donc, sur la xénophilie, l'antiracisme et... mon Dieu, j'ai perdu l'autre, mais bref, c'est 10 ans trop parti. Donc, sur la xénophilie, à Reardon, Arnold devient la cible de certains élèves. Il encaisse quotidiennement les insultes xénophobes jusqu'à ce que Roger, un des grands sportifs de l'école, l'interpelle de la manière la plus raciste qui soit. Je le cite, « Tu sais quoi, les Indiens sont la preuve vivante que les nègres se tapent les bisons. »
À la défense des Indiens, des Noirs et des Bisons, Arnold s'en va coller son poing à la figure de Roger. Celui-ci, sonné, se comporte ensuite comme si c'était lui qui avait subi un affront. On lit là le renvoi au White Entitlement typique. Comment toi, être dominé, peux-tu oser renverser l'ordre établi? Par quel droit exprimes-tu ta colère? Comme si, en répondant aux insultes, Arnold se voyait subitement devenir le bourreau. On retrouve là une dynamique relationnelle singulière. Le fluet amérindien intello répond par la violence au gros gaillard blanc. À ce sujet, Christian Poiret cite West et Fenstermaker dans un texte intitulé « Les processus d'ethnicisation et de racialisation dans la France contemporaine ». C'est bien dans le cours d'interaction quotidienne que les personnes racisées découvrent qu'elles aussi peuvent être tenues pour comptables de ces clichés qui se contredisent parfois entre eux, que ces stigmates peuvent toujours servir à interpréter et à juger leurs actes ou leurs comportements et qu'il faut donc en tenir compte, même si c'est pour transgresser la norme des comportements attendus. Arnold est tenu responsable d'un préjugé qui le dépasse. Je le cite. Après tout, j'étais un Indien de la réserve et, aussi faible et ringard que j'ai l'air, j'étais quand même un tueur en puissance. Surpris, le héros réalise qu'on n'en vient pas au point chez les Blancs aussi facilement que chez lui. Intégrer un autre milieu socio-culturel, c'est aussi accepter de nouvelles dynamiques de pouvoir. Je le cite encore, si j'avais mis mon poing dans la figure d'un Indien, il aurait ruminé sa vengeance pendant des jours. Au contraire, désormais, Roger lui témoigne un certain respect. Les conventions, hors réserve, ne sont pas les mêmes et les dynamiques de pouvoir s'actualisent différemment. Les préjugés se renversent, même pour Arnold, qui voit Roger plus tard sous un autre jour. Du plus raciste, il passe au très sympathique. Je le cite, « Je n'arrivais pas à croire qu'il soit tellement amical avec moi. Il y a combien de grands joueurs de football polis et gentils et généreux comme ça? » Ainsi, après s'être fait insulter par Roger et lui avoir balancé un coup de poing, il découvre en lui un être humain de qualité. Un soir que son nouvel allié lui propose de le ramener en voiture afin d'éviter la marche de 35 km qui le sépare de Welpinit, Arnold conclut « Et Roger, qui avait bon cœur et la poche généreuse et qui est un peu raciste, m'a reconduit chez moi ce soir-là. » Le jeu de nuances est important. Ici, on a beau être indien ou blanc, raciste ou pas, la réalité dans son ensemble ne correspond pas au cliché. Ou, si elle y correspond en partie, les nuances sont trop importantes pour qu'on puisse les ignorer. Ainsi, les stéréotypes ne sont souvent qu'apparence. Roger raciste n'est pas Roger méchant pour autant. Le monde est beaucoup plus complexe que les pôles binaires dans lesquels on souhaite l'enfermer. Le texte fait d'ailleurs critique à l'égard de tous les personnages. Chaque travers y est représenté et même Arnold entretient certains comportements racistes. Lui, le persécuté, devient à son insu persécutant. Il s'entiche de Pénélope, une jolie blonde brillante et condescendante de sa classe. Lorsqu'il la surprend en pleine crise de boulimie, Arnold raconte. Pénélope se met à pleurer, à me dire combien elle est seule et à me raconter que tout le monde croit qu'elle a une vie parfaite parce qu'elle est jolie, intelligente et entourée d'amis, sauf qu'elle a tout le temps peur, mais que personne ne veut qu'elle ait peur parce qu'elle est jolie, intelligente et entourée d'amis. Vous remarquez qu'elle a mentionné sa beauté, son intelligence et ses nombreux amis 2 fois dans la même phrase. Arnold est plus que conscient du statut privilégié de Pénélope et de son sacré ego. N'empêche, influencé malgré lui par le discours dominant, il semble avoir internalisé une bonne dose de stéréotypes ethniques. Ainsi, un jour, il demande à son ami de Reardon, Gordy, comment faire pour qu'une blanche, en l'occurrence Pénélope, tombe amoureuse d'un Indien comme lui. Gordy déclare qu'après avoir tapé « amoureux d'une fille blanche » sur un moteur de recherche, il a trouvé un article révélateur sur le sujet. L'article en question porte sur une blanche disparue au Mexique. Je cite Gordy. Le narrateur, d'après cet article, plus de 200 Mexicaines ont disparu ces 3 dernières années dans la même région et personne ne dit rien là-dessus et c'est raciste. Le type qui a écrit l'article dit que les gens s'intéressent plus aux belles filles blanches qu'à n'importe qui d'autre sur la planète. Arnold demande alors à Gordy ce qu'il entend par là et son ami lui répond « Ça veut dire, je crois, que tu n'es qu'un connard de raciste comme tout le monde. » Malgré lui, Arnold a appris à estimer davantage les filles blanches que les filles racisées. Je cite Tenley Surian. When one's very own image is constantly and systematically devalued in the collective imagination, one starts to view oneself through the white gaze. Ce white gaze dote les individus d'une paire de lunettes déformantes,
qui élève la blancheur et la blondeur à un stade de beauté supérieure. Victimes de ce processus d'altérisation, les personnes racisées se voient ainsi dévaluées, non seulement aux yeux des autres, mais aussi à leurs propres yeux. Donc, sur les éléments antiracistes, maintenant, dans Critical Foundations in Young Adult Literature, Antero Garcia affirme qu'habituellement, en Young Adult Literature, seules les personnes racisées, latino, noires, asiatiques, font l'objet de descriptions ethniques, un peu comme les personnes grosses font l'objet de descriptions. La blancheur, puisque considérée comme normative, n'est pas mentionnée. Cependant, je cite Christian Poiret, si le groupe dominant tend généralement à rester dans l'indétermination et à penser ses caractéristiques culturelles comme la culture légitime de référence et non comme de l'ethnicité, fin de citation, dans l'ouvrage d'Alexis, le narrateur précise qui est blanc et, à l'inverse, il induit, lorsqu'aucune précision n'est fournie, que l'individu est sûrement indien. C'est donc à partir du point de vue du dominé que s'élabore la réalité. L'auteur nous montre que la racialisation s'érige en général selon un discours unifocal, à prédominance blanche, alors qu'un discours réaliste serait multifocal. En d'autres termes, cela veut dire que qu'on est tous une personne racisée aux yeux d'un autre ou, à une échelle plus positive, que personne n'est vraiment racisé. La norme ne va pas de soi et les rapports de domination qui forment le socle de la socialisation méritent d'être mis en question. S'opère alors un bouleversement dans les processus de différenciation qui, trop souvent, sont envisagés comme naturels plutôt que construits. En ce sens, le premier qui pleure a perdu pousse le jeune lecteur à réévaluer sa vision du monde. Cette vision sera particulièrement mise à l'épreuve au moment où le narrateur raconte les matchs de basketball disputés entre les Redskins de Welpinit et les Indians de Reardon. Notons au passage que l'équipe des Blancs, en choisissant de faire porter le nom Indians à leur équipe de basket, s'approprie la culture des dominés. L'appropriation culturelle, explique Violaine Morin dans Le Monde, perpétue une forme d'oppression qui trouve ses origines dans la conquête ou la colonisation. Elle dévalue la culture de l'oppressé et devient un outil de promotion arrogante de la culture dominante. Quant au nom de l'équipe de Welpinit, Redskins, fait référence à un terme à connotation raciste inventé par les Blancs pour désigner les Autochtones. Cette réappropriation du terme par les dominés pourrait rappeler celle que font les Noirs entre eux de Negroes. Le white gaze semble donc déterminer jusqu'au nom des équipes de basket d'une école secondaire. Arnold doit, au premier match de la saison, affronter son ancien lycée et par le fait même, Rowdy, son ancien meilleur ami. La tribu de Welpinit se mobilise alors au gymnase de la réserve pour huer l'équipe adverse et, plus encore, pour railler Arnold, le traître amoureux des Blancs. Après quelques minutes de jeu, Arnold est mis KO par son ancien meilleur ami et amené d'urgence à l'hôpital. Reardon essuie alors sa première défaite. Mais, avec la saison qui avance, Arnold va s'améliorant. Je le cite. À Reardon, mon entraîneur et les autres joueurs voulaient que je sois bon. C'est ce qu'ils attendaient de moi, alors je suis devenu bon. Lorsque l'équipe de Reardon doit réaffronter celle de Welpinit, c'est dans ces quartiers maintenant que se déroule le match. Précédemment, Arnold avait dû parcourir les 35 km de la réserve à sa nouvelle école pour refaire le trajet avec son équipe en sens inverse, de nouveau jusqu'à chez lui. Là, il doit sortir de sa réserve pour jouer à son école dans son équipe. Décidément, Arnold est étranger partout. Ou ne serait-il pas un peu aussi familier partout? Cette fois, Arnold marque un point mémorable sous le nez de Rowdy et l'équipe de Reardon remporte la victoire. Mais au lieu de savourer le triomphe, Arnold se voit accablé par la défaite de l'équipe adverse, celle de ses proches Indiens. Je le cite. « Je savais que 2 ou 3 de ces Indiens n'avaient peut-être pas pris de petit déjeuner ce matin-là. Je savais que 7 ou 8 de ces Indiens vivaient avec des parents alcooliques. Je savais qu'aucun d'entre eux n'irait en fac, pas un seul. Et je savais que le père de Rowdy allait sans doute lui mettre une raclée pour avoir perdu ce match. » Arnold est au cœur d'une dynamique trouble de pouvoir. Il chausse à la fois les espadrilles de David et celles de Goliath, appartenant aussi bien à l'équipe gagnante et privilégiée qu'à la perdante minoritaire et miséreuse. Like popular media representations of Native Americans, Alexie's novel does not necessarily paint endearing images of the life lived or the expectations held on U.S. reservations.
Cette affirmation de Antero Garcia mériterait, dans le cas présent, d'être nuancée. Sherman Alexie s'efforce de peindre un portrait, certes souvent glauque, mais surtout réaliste. De ses réalités blanches et indiennes, l'auteur nous présente toujours les deux côtés de la médaille. Bien qu'Arnold réalise que les opportunités d'avancement sont plus grandes à l'extérieur de la réserve, il constate également que les élèves de son école sont moins intelligents que ce qu'il ne l'avait d'abord cru et que leurs parents, malgré leur degré de sobriété plus élevé, ne représentent pas pour autant des modèles enviables. Je le cite encore. Bien sûr, mon père a un problème de boisson et ma mère est parfois un peu excentrique. Mais ils font des sacrifices pour moi. Ils s'inquiètent pour moi, ils me parlent et le mieux, c'est qu'ils m'écoutent. J'ai appris que le pire que puisse faire un parent, c'est ne pas faire attention à ses enfants. Et faites-moi confiance, beaucoup d'élèves de Riordan ont des parents qui ne font pas attention à eux. Arnold est choyé. L'amour de sa famille le propulse, en quelque sorte, au rang des privilégiés, et ce, même s'il perd, au cours du roman, son chien, sa grand-mère, le meilleur ami de son père et sa grande sœur. Les écueils, tout en lui remettant les injustices sous le nez, comme l'alcoolisme qui fauche la vie de la plupart des Indiens de sa communauté, le manque de ressources et les déséquilibres sociaux, lui rappelle ce qu'il a de plus cher, des parents aimants. Même s'il est peut-être seulement un tout petit peu mieux de vivre à Riordan qu'à Walpinit, il reste qu'Arnold, à bien des niveaux, n'envie pas la situation des Blancs. À la question qu'est-ce que le racisme, je crois que le roman, l'auteur et son alter ego adolescent répondraient en chœur. Le racisme, c'est l'enfermement dans les boîtes et l'étroitesse des stéréotypes. Arnold se targue d'une identité qui va bien au-delà des limites assignées socialement par sa culture d'origine ou par le discours de dominant. Mais qu'il appartienne à la tribu de Spoken, de Walpinit, Arnold appartient aussi, je le cite, à la tribu des immigrants américains, et à la tribu des joueurs de basket, et à la tribu des dessinateurs, et à la tribu des ados, et à la tribu de la pauvreté, et à la tribu des fils aimés. Là, je ne l'ai pas écrit, mais ça renvoie beaucoup à... Je ne sais pas si vous avez vu Breakfast Club, ça finit comme ça, ça m'a vraiment frappé l'espèce de discours. Donc, antiraciste, Arnold refuse d'appartenir à une seule tribu. Il se sait à la fois multiple et unique, comme tout le monde. Donc, sur les éléments allocentristes maintenant, les censeurs du premier qui pleure a perdu ont été nombreux à reprocher à Alexie de promouvoir un langage offensant, jugé inadéquat pour un jeune lectorat. Ce que ces censeurs ne semblent pas avoir remarqué, c'est que dans le contexte du livre, l'emploi d'insultes péjoratives telles que PD sert à discréditer le profanateur plutôt que le profané. Au moment où Arnold quitte le lycée de Walpinit pour transférer à Riordan, son meilleur ami, Rowdy, le dur à cuire de la réserve, devient son pire ennemi. Rowdy était son allié, celui qui le défendait contre vents et marées. Après le souper de Thanksgiving, alors que Rowdy lui manque tout particulièrement, Arnold se réfugie dans sa chambre pour esquisser un dessin d'eux deux, habillés en super-héros. Il s'en va le lui porter, et c'est le père, bourré, qui lui ouvre la porte. Je le cite. Le père de Rowdy a pris mon dessin et l'a regardé pendant un petit moment, puis il a eu un sourire narquois. Puis un peu pédé, c'est ça? Et oui, c'était lui, le type qui élevait Rowdy. Bon Dieu, pas étonnant que mon meilleur ami soit toujours en colère. J'avais envie de lui dire que je me trouvais courageux, que j'essayais de réparer mon amitié brisée avec Rowdy, qu'il me manquait, et que si c'était ça être pédé, eh bien d'accord, j'étais le plus gros pédé du monde. Arnold sait qu'il a une bonne longueur d'avance morale sur le père de Rowdy. Pour le héros, se faire traiter de gay n'est ni insultant ni important. L'amalgame entre l'homosexualité et le fait d'être peureux, craintif ou faible ne fait aucun sens. Et si son comportement peut être associé au fait d'être pédé, alors il se revendique du statut sans problème. Plus tard, dans un passage où il loue la tolérance de sa défunte grand-mère, le héros fait en quelque sorte l'apologie de l'homosexualité. Je le cite encore. Il faut savoir qu'autrefois, les Indiens avaient de l'indulgence pour toutes les formes d'excentricité. En fait, les originaux étaient souvent glorifiés. Les homosexuels étaient considérés comme magiques. C'est-à-dire que tout comme dans de nombreuses cultures, les hommes étaient considérés comme des guerriers et les femmes comme celles qui prodiguaient les soins. Mais les homosexuels, à la fois mâles et femelles, étaient vus à la fois comme des guerriers et des soigneurs. Évidemment, on a affaire ici à une analyse d'un adolescent de 14 ans qui ne remet pas en question la socialisation genrée ou les clichés sur la supposée féminité homosexuelle. N'empêche, en plus de promouvoir la tolérance pour la différence, il désigne celle-ci comme une force plutôt que comme un handicap. Un peu plus tard, il lie même les comportements racistes à l'homophobie.
Je cite, « Bien sûr, depuis que les Blancs sont arrivés en apportant leur chrétienté et leur peur de ce qui est excentrique, les Indiens ont peu à peu perdu toute tolérance. » Le propos fort est dérangeant. On voit en quoi des parents ont pu reprocher à l'ouvrage de dénigrer la religion catholique. Pourtant, la tolérance est ici promue au grade supérieur. Le discours dominant, raciste et homophobe est totalement discrédité. Petit à petit, les Indiens ont assimilé ce discours qui ne les représente pas. Ainsi, le père de Rowdy, en usant de propos homophobes, participe à sa propre acculturation. Être véritablement indien, c'est être tolérant. Être indien, c'est non seulement accepter la différence, mais la valoriser. En ce sens, Arnold semble plus imperméable au comportement genré. S'il ne s'en sort pas complètement, comme en témoigne par exemple le passage précédent, il vit toutefois assez bien avec le fait qu'il est un être humain particulièrement sensible, un garçon particulièrement sensible. Parlant des originaux de la différence, Gordy l'intello conclut avec Arnold qu'ils pourraient former, à eux deux, une tribu bien spéciale. Arnold dit « J'ai eux soudain une envie irrésistible de serrer Gordy dans mes bras, et il a eux soudain une envie irrésistible de m'en empêcher. » Et oui, même les originaux ont peur de leurs émotions. Notre héros, lui, n'a pas froid aux yeux, pas peur de pleurer, pas peur de se faire traiter de tapette. Arnold, ça c'est fort. Et je le cite, je trouvais qu'on était des guerriers, vous savez, et un guerrier ne craint pas les affrontements. Tout au long du premier qui pleure a perdu, le narrateur parvient à déjouer des lieux communs préjudiciables. Il n'y arrive pas parfaitement parce que lui-même semble avoir intégré une part du discours dominant. Ainsi voue-t-il un culte au cliché de la belle blonde, et il valide certains préjugés sur les Indiens et perçoit l'homosexualité comme une excentricité. Néanmoins, il fournit au lecteur adolescent une nouvelle perspective, teintée d'allosensibilité, d'antiracisme et de xénophilie qui se place à contre-courant des idées reçues. Je cite encore Panley Suryan, « I believe literature is a powerful, multi-layered narrative, not only essential in making visible various social issues and phenomena, but also capable of offering or possibly altering new social discourses and practices. » Altérer un discours social et ses pratiques dans le contexte actuel mouvant et au regard d'une culture jeune de plus en plus ouverte sur les enjeux modernes est plus qu'essentiel. Finalement, avec Arnold, Alexis montre que la littérature jeunesse a un rôle aussi politique que social, culturel et littéraire. Ainsi, il prouve que le discours institutionnel de la littérature pour adolescents peut, tout en s'institutionnalisant, transgresser les discours dominants.